La femme de ménage est arrivée pour travailler dans un manoir de luxe. En entrant pour nettoyer la chambre du millionnaire, elle s'est restée paralysée en voyant sa photo d'enfance dans un cadre noir. La pluie tombait en fines gouttelettes sur les trottoirs de pierre, ajoutant une mélancolie discrète à la matinée déjà grise. Anaïs resserra les pans de son manteau usé autour d'elle et prit une profonde inspiration. Devant elle, la grille en fer forgé de la somptueuse demeure Montreuil se dressait. Imposante et silencieuse, une vague d'appréhension monta en elle. C'était la dernière chance après des mois de refus. Elle n'avait pas le droit à l'erreur. Sa grand-mère, Agnès, comptait sur elle. Anaïs jeta un dernier regard au papier froissé où était inscrit l'adresse et appuya sur le bouton de l'interphone. Une voix monocorde et légèrement agacée répondit « Oui, c'est Anaïs. Je viens pour le poste de femme de ménage. » Un silence suivit, puis le grincement métallique des moteurs accompagna l'ouverture de la grille. Anaïs inspira profondément et pénétra dans l'enceinte de la propriété, le gravier crissé sous ses chaussures fatiguées, tandis qu'elle avançait, hésitante, le cœur battant. L'allée était bordée de haies parfaitement taillées et de statues en pierre dont les silhouettes semblèrent la fixer de leurs regards vides. Une légère brume ajoutait une ambiance fantomatique à l'ensemble. Devant le grand perron en marbre, une femme aux cheveux tirés en chignon et au tailleur gris impeccable l'attendait. Les bras croisés, ses lèvres étaient pincées et ses yeux perçaient Anaïs avec une froideur qui la fit frissonner. « Vous êtes Anaïs, c'est bien ça ?» dit-elle avec une politesse glaciale. « Je suis Madame Lecoeur, l'intendante de la maison. Suivez-moi. » Anaïs s'exécuta en silence, ses bottes mouillées laissant des traces humides sur le marbre poli du perron. Dès qu'elle franchit le seuil de la porte, une bouffée d'air chaud et l'odeur entêtante du bois ciré l'enveloppèrent. Le hall d'entrée était monumental. Un sol en marbre noir et blanc, un immense lustre en cristal suspendu au plafond haut et un grand escalier qui serpentait élégamment vers l'étage supérieur. Anaïs n'avait jamais vu autant de luxe de toute sa vie. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Était-elle vraiment à sa place ici ? « Écoutez bien, jeune fille, » reprit Madame Lecoeur d'un ton sec. « Vous êtes ici pour travailler, pas pour admirer la décoration. Votre tâche principale sera de nettoyer les chambres du premier étage. Ne touchez à rien d'autre. Monsieur Montreuil déteste qu'on fouille dans ses affaires. Soyez discrète, rapide et efficace, vous avez compris. » Anaïs hocha la tête rapidement. « Oui, madame. Très bien. Voici votre uniforme et vos affaires de nettoyage. La discrétion et l'efficacité sont vos meilleurs alliés ici. Allez, au travail. » Elle prit l'uniforme noir et blanc que lui tendait Madame Lecoeur et se changea rapidement dans une petite pièce annexe. Le tissu était rêche et l'uniforme semblait trop grand pour elle, mais elle serra la ceinture pour l'ajuster, elle attrapa son chariot de nettoyage et se dirigea vers le grand escalier. Les mains moites, chaque marche qu'elle gravissait semblait la mener un peu plus loin dans un monde étranger et intimidant. Elle s'arrêta devant une porte en bois sculpté, inspira profondément et entra. La chambre était spacieuse, baignée d'une lumière tamisée qui filtrait à travers de lourds rideaux en velours vert sombre. Le lit à baldaquin semblait sorti d'un autre siècle, et une légère odeur de cuir et de bois ancien flottait dans l'air. Les murs étaient à couvert de tableaux et de photos en noir et blanc, des souvenirs d'une époque révolue. Anaïs se mit au travail, balayant le sol, époussetant les meubles anciens et nettoyant les vitres. Elle s'appliquait à chaque geste, tentant de maîtriser le tremblement de ses mains. Elle savait qu'elle devait faire bonne impression dès le premier jour. Après presque 1 heure de travail minutieux, elle s'accorda une pause pour souffler. Elle regarda autour d'elle, curieuse malgré elle. Chaque détail de la pièce semblait raconter une histoire silencieuse. Son regard se posa sur le grand bureau en bois massif près de la fenêtre. Au-dessus, plusieurs cadres étaient soigneusement alignés sur le mur, des paysages de campagne, des visages sérieux en costume, et puis, une image attira son attention. Elle s'approcha lentement, plissant les yeux. Son cœur rata un battement. Dans un cadre noir et sobre, une photo était accrochée. Une petite fille de 5 ans, des boucles brunes encadrant un visage souriant, tenant fermement un vieil ours en peluche. Anaïs sentit ses jambes trembler. Cette petite fille, c'était elle, sans l'ombre d'un doute. Elle avança la main, comme pour toucher le cadre. Pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas, une vague de souvenirs flous déferla sur elle. La maison en arrière-plan, les volets verts délavés, le vieux jardin envahi de roses.
Des images enfouies depuis des années refaisaient en surface. Mais pourquoi cette photo se trouvait-elle ici, dans la maison d'un homme qu'elle ne connaissait pas? Un frisson glacé lui parcourut l'échine. La pièce semblait soudain plus sombre, plus menaçante. Elle recula d'un pas, le souffle court, le cœur battant la chamade. Ses pensées s'entrechoquaient, cherchant désespérément une explication logique. Soudain, des pas résonnèrent derrière elle. Elle se retourna brusquement. Le visage blême, Madame Lecœur se tenait dans l'embrasure de la porte, les sourcils froncés. « Que faites-vous là? Ce n'est pas le moment de rêvasser. Retournez au travail. » Anaïs baissa les yeux, incapable de répondre. « Pardon, madame, je retourne au travail tout de suite. » Elle se détourna et reprit son nettoyage. Mais son esprit était ailleurs. La photo, ce visage d'enfant. Elle devait comprendre. Ce travail n'était plus seulement une question de survie. C'était une porte entr'ouverte vers un mystère qui risquait de bouleverser sa vie entière. Anaïs tenta de reprendre son souffle, mais le battement frénétique de son cœur refusait de se calmer. La découverte de cette photo l'avait ébranlée bien plus qu'elle ne voulait se l'admettre. Elle frotta machinalement le bois du bureau avec son chiffon, ses gestes devenus mécaniques. L'image de la petite fille continuait de hanter ses pensées. Comment cette photo était-elle arrivée ici, qu'il avait placée dans cette pièce? Pourquoi dans la chambre d'Olivier Montreuil, cet homme qu'elle n'avait jamais vu et qui semblait entouré d'une aura aussi froide que cette maison? Le claquement sec des talons de Madame Lecœur résonna à nouveau dans le couloir. Anaïs sursauta et se redressa brusquement. Elle ne devait pas se laisser distraire. Ce travail était sa chance de payer les médicaments de sa grand-mère. Elle n'avait pas le luxe de tout gâcher à cause de ses propres interrogations. Madame Lecœur réapparut, inspectant la pièce d'un regard scrutateur. « C'est bon pour aujourd'hui. Vous pouvez passer à la chambre suivante. Et n'oubliez pas, aucune curiosité mal placée, ici, tout doit rester à sa place. » Anaïs baissa la tête. « Oui, madame. » Elle poussa son chariot dans le couloir silencieux. Chaque porte qu'elle passait semblait dissimuler ses propres secrets. Elle s'arrêta devant une autre pièce et entra. Celle-ci était plus petite, moins imposante, mais tout aussi élégante. Elle nettoya sans un mot, les pensées encore embrouillées, mais malgré ses efforts pour se concentrer sur son travail, une voix intérieure persistait. « Tu dois savoir, tu ne peux pas laisser cette photo sans explication. » Quand elle eut terminé, elle redescendit au rez-de-chaussée. La cuisine, située à l'arrière de la maison, dégageait une chaleur réconfortante, contrastant avec le reste de la demeure. Quelques autres employés y prenaient leur pause, discutant à voix basse. Anaïs se servit un verre d'eau et s'assit timidement sur une chaise près de la fenêtre. Une femme d'âge moyen, avec des cheveux poivre et sel attachés en une tresse lâche, s'approcha d'elle. « Première journée ?» demanda-t-elle avec un sourire compatissant. « Oui », répondit Anaïs en esquissant un sourire forcé. « Je m'appelle Anaïs. Enchantée. Moi c'est Margot. Je suis ici depuis 20 ans, au service des Montreuil. » 20 ans, le cœur d'Anaïs s'emballa. Peut-être que Margot savait quelque chose. Peut-être qu'elle détenait une pièce manquante du puzzle. Anaïs hésita, cherchant ses mots. Elle ne pouvait pas poser de questions trop directes, au risque d'éveiller des soupçons. « Ça doit être impressionnant de travailler ici depuis si longtemps, » dit-elle prudemment. « J'imagine que cette maison a vu beaucoup d'histoires. » Margot haussa les épaules. « Oh, tu sais, les grandes familles ont toujours leurs secrets, et les Montreuil ne font pas exception. » Elle baissa la voix et se pencha légèrement vers Anaïs. Surtout depuis le drame avec Madame Pascal, le cœur d'Anaïs fit un bond. Madame Pascal, la mère de Monsieur Olivier, une femme douce et aimante. Elle a disparu du jour au lendemain. Il y a 20 ans, on n'a jamais su pourquoi ni comment. Certains disent qu'elle est partie volontairement. D'autres murmurent qu'il y a eu des histoires plus sombres derrière cette disparition. Anaïs sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et Monsieur Olivier ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il était jeune à l'époque. La disparition de sa mère l'a profondément marqué. Depuis, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Froid, distant, absorbé par son travail. Il ne parle jamais de sa famille. Margot soupira. Mais bon, mieux vaut ne pas s'attarder sur ces vieilles histoires. Ici, la discrétion est de rigueur. Anaïs acquiesça. Mais son esprit était déjà ailleurs. Chaque mot de Margot ajoutait une pièce supplémentaire au mystère. Pascal Montreuil, disparue il y a 20 ans, et elle-même. Anaïs, abandonnée par sa mère presque à la même époque, la coïncidence était trop grande.
Il y avait forcément un lien, une cloche retentit, signalant la fin de la pause. Anaïs se leva avec les autres et retourna à ses tâches. Mais cette fois, elle sentait un poids sur ses épaules, une urgence sourde qui ne la quitterait pas de sitôt. Elle passa le reste de la journée à nettoyer d'autres pièces, chacune aussi majestueuse que la précédente. Mais partout où elle regardait, elle cherchait inconsciemment des indices, des fragments de vérité cachés dans ce décor luxueux. Elle sentait qu'un secret, tapi dans l'ombre, n'attendait que d'être dévoilé. Quand elle eut enfin terminé, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées. Anaïs rangea son matériel et se changea. Retrouvant ses vêtements usés, elle sortit de la maison, le cœur lourd, l'esprit tourmenté. La grille en fer forgé se referma derrière elle avec un bruit sourd, comme pour emprisonner les secrets à l'intérieur. Sur le chemin du retour, le vent frais lui fouettait le visage, mais elle n'y prêtait pas attention. Les mots de Margot tournaient en boucle dans sa tête. Elle devait parler à sa grand-mère. Elle devait savoir la vérité, coûte que coûte. Pourquoi cette photo est-elle là? Qui est vraiment Pascal Montreuil? Ces questions brûlaient en elle comme un feu impossible à éteindre. La nuit tombait lentement lorsque Anaïs atteignit la petite maison de sa grand-mère. Les murs en pierre semblaient absorber les dernières lueurs du jour, et une lumière vacillante filtrait par les volets entr'ouverts. Elle inspira profondément pour chasser le poids qui lui écrasait la poitrine. Chaque pas résonnait comme un écho de ses pensées confuses, poussant doucement la porte. Elle entra dans le salon modeste, où flottait une odeur de soupe aux légumes et de bois brûlé. Agnès, sa grand-mère, était assise dans son fauteuil préféré. Une couverture tricotée posée sur ses genoux frêles. Ses cheveux blancs étaient tirés en un chignon défait, et ses mains ridées tremblaient légèrement, alors qu'elle tenait une tasse de tisane. « Te voilà, ma chérie », dit-elle d'une voix douce mais fatiguée. « Ta journée s'est bien passée. » Anaïs hésita, puis se força à sourire. Elle déposa son sac et retira son manteau humide avant de s'approcher. Ses yeux scrutèrent le visage de sa grand-mère, y cherchant des réponses qu'elle redoutait autant qu'elle les espérait. « Oui, ça a été, » mentit-elle. « Mais il y a quelque chose dont je dois te parler. » Le regard d'Agnès se fit plus attentif. Elle posa sa tasse sur la petite table en bois et tapota le siège à côté d'elle. Anaïs s'assit, ses mains jointes nerveusement sur ses genoux. « Qu'y a-t-il, ma fille? Tu sembles préoccupée ?» Anaïs sentit sa gorge se serrer. Elle ferma les yeux un instant avant de plonger son regard dans celui, inquiet, de sa grand-mère. « Aujourd'hui, en nettoyant une des chambres de la maison Montreuil, j'ai trouvé une photo de moi quand j'avais 5 ans. Je tenais mon vieil ours en peluche devant une maison que je reconnais à peine. » Le visage d'Agnès perdit toutes ses couleurs. Ses lèvres tremblèrent légèrement, et elle détourna les yeux pour fixer le feu qui crépitait dans la cheminée. « Grand-mère, pourquoi cette photo se trouve-t-elle chez eux? Qu'est-ce que cela signifie ?» Le silence pesa entre elles, lourd et oppressant. Seul le bruit du bois qui se consumait venait troubler cette atmosphère figée. Anaïs sentit une pointe de colère mêlée à une profonde angoisse. Elle aimait sa grand-mère plus que tout, mais elle ne pouvait plus ignorer ces secrets qui les entouraient comme une brume toxique. « S'il te plaît, grand-mère, j'ai besoin de savoir, » insista Anaïs, sa voix tremblante. « Je ne peux plus vivre dans l'ignorance. Qui sont les Montreuil pour moi? Qui suis-je vraiment ?» Agnès inspira profondément, ses épaules se soulevant sous le poids invisible des souvenirs. Elle serra les poings, comme pour puiser du courage. « Je ne voulais pas que tu découvres cela comme ça, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je voulais te protéger. Anaïs, je voulais t'épargner cette douleur. » « Quelle douleur, grand-mère? Parle-moi, je t'en prie. » Les yeux embués de larmes, Agnès prit la main d'Anaïs et la serra doucement. « Tu es la fille de Pascal Montreuil, » dit-elle d'une voix rauque. Pascal était la mère d'Olivier Montreuil. Elle a eu une relation secrète avec le chauffeur de la famille. Un homme bon, honnête, mais que les Montreuil n'auraient jamais accepté. Quand elle est tombée enceinte de toi, ils l'ont forcée à te confier à quelqu'un d'autre pour éviter le scandale. Je t'ai élevée comme ma propre petite fille pour te protéger de leur cruauté. » Anaïs sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa vision se brouilla et une douleur sourde se répandit dans sa poitrine. « Tu veux dire que ma mère m'a abandonnée ?» souffla-t-elle, la voix cassée. « Non, mon ange, ce n'était pas un abandon, c'était un sacrifice. Pascal t'aimait plus que tout. Elle espérait pouvoir te récupérer un jour.
Mais elle a disparu avant de le faire. Et je n'ai jamais eu le courage de te dire la vérité. » Les larmes roulèrent silencieusement sur les joues d'Anaïs. Elle se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « Pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé le choix ?» Agnès sanglotait désormais. Ses épaules secouées par le chagrin. « Je pensais que le silence te protégerait. Je voulais que tu aies une vie simple, loin des mensonges et des manipulations de cette famille. » Anaïs recula, se sentant soudain étrangère dans sa propre maison. Chaque repère semblait s'effondrer, chaque certitude se dissolvait. « J'ai besoin de comprendre, » murmura-t-elle. « Je dois parler à Olivier Montreuil. Il doit savoir. » Agnès hocha la tête, le regard perdu. « Je comprends. Fais ce que tu crois juste. Mais fais attention, ma chérie. La vérité peut être une arme à double tranchant. » Anaïs serra les poings, une détermination nouvelle brûlant dans son regard. Le voile venait de se déchirer, et derrière lui se cachait une vérité qu'elle devait affronter. Peu importe le prix, la nuit semblait plus noire qu'à l'ordinaire. Lorsqu'Anaïs quitta la maison de sa grand-mère, l'air frais picotait sa peau, mais elle ne ressentait ni le froid ni l'humidité. Chaque pas sur le chemin de terre résonnait en elle comme un écho de ses pensées troublées. Ses larmes avaient séché, remplacées par une détermination froide. Les révélations de sa grand-mère tournaient en boucle dans sa tête, comme une rengaine infernale. « Je suis la fille de Pascal Montreuil. Olivier Montreuil est mon demi-frère. Cette famille m'a cachée pendant toutes ces années. » Elle serra les poings, une rage sourde enflammant son cœur. Elle ne savait pas encore où cette vérité l'amènerait. Mais une chose était claire. Elle devait comprendre pourquoi cette photo se trouvait dans la chambre d'Olivier et pourquoi sa mère avait disparu. Elle devait connaître toute l'histoire. Lorsqu'elle arriva enfin devant la grille imposante de la demeure Montreuil, le jour commençait à peine à poindre. La lumière grise de l'aube illuminait les contours de la bâtisse, la rendant encore plus froide et intimidante. Elle prit une profonde inspiration avant d'appuyer sur le bouton de l'interphone. « Oui », fit la voix métallique de Madame Lecoeur. « C'est Anaïs, pour le ménage », dit-elle d'une voix qui trahissait à peine son agitation. La grille s'ouvrit avec son grincement habituel. Anaïs avança d'un pas ferme, son regard déterminé fixé sur la porte principale. Cette maison recelait des secrets qui lui appartenaient, et elle était bien décidée à les déterrer. Elle pénétra dans le hall, où la lumière tamisée des lustres semblait filtrer à travers une brume invisible. L'odeur de cire et de bois ancien l'accueillit. Mais cette fois, elle ne se laissa pas intimider. Elle attrapa le chariot de nettoyage que Madame Lecoeur avait préparé et monta les escaliers en silence. La chambre d'Olivier était la même que la veille. Impeccable, silencieuse, presque glaciale. Anaïs se mit au travail machinalement, ses gestes guidés par l'habitude. Mais son esprit était ailleurs. Son regard balayait la pièce, cherchant des indices, des fragments de vérité cachés dans le décor luxueux. Elle s'approcha discrètement du bureau où se trouvait encore la photo de son enfance. Son cœur battait la chamade. Elle observa le cadre de plus près, remarquant de petites initiales gravées discrètement dans le coin inférieur droit. PM, Pascal Montreuil. Sa mère, Anaïs sentit une boule se former dans sa gorge. Elle devait en savoir plus. Elle regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne l'observait, puis ouvrit doucement un des tiroirs du bureau. À l'intérieur, des dossiers soigneusement classés et une liasse de lettres anciennes liées par un ruban de satin bleu. Ses mains tremblaient lorsqu'elle détacha le ruban. Les lettres étaient écrites d'une écriture fine et élégante. Chaque mot semblait danser sur le papier jauni par le temps. Elle en prit une au hasard et commença à lire « Mon cher Olivier, je ne sais pas combien de temps encore je pourrai supporter cette mascarade. Ils m'ont pris ce que j'avais de plus précieux. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai dû me taire. J'espère que tu pourras me pardonner. » Anaïs sentit les larmes lui piquer les yeux. Ces mots étaient pleins de douleur et de résignation. Pascal avait souffert en silence. Prisonnière des exigences de sa famille, elle tourna les pages avec frénésie, cherchant d'autres indices, jusqu'à ce qu'une phrase attire son attention. « Je ne cesserai jamais d'aimer ma petite fille. Je l'ai confiée à quelqu'un de bien, quelqu'un qui prendra soin d'elle. Peut-être qu'un jour, le destin nous réunira. » Ses mains se crispèrent sur le papier. Elle sentit une vague de chaleur monter en elle, mélange de tristesse et de colère. Sa mère l'avait aimée, elle avait voulu la protéger. Mais pourquoi tout ce silence? Pourquoi tout ce gâchis? Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Elle remit rapidement les lettres à leur place et referma le tiroir avec précaution.
le cœur battant. Elle se redressa juste au moment où Madame Lecœur apparut dans l'encadrement de la porte. « Que faites-vous là, Anaïs ?» demanda l'intendante, les yeux plissés de suspicion. « Je viens de terminer le nettoyage, » répondit Anaïs, essayant de garder son calme. « Je rangeais juste quelques affaires. » Madame Lecœur la fixa un instant avant de hocher la tête. « Très bien. Allez maintenant dans la bibliothèque. Il y a du travail là-bas. » Anaïs s'inclina légèrement et quitta la chambre. Son esprit en ébullition, les lettres de sa mère étaient une pièce cruciale du puzzle, mais il lui manquait encore des réponses. Elle devait parler à Olivier. Il savait probablement plus qu'il ne laissait paraître. En se dirigeant vers la bibliothèque, elle sentit une nouvelle détermination l'envahir. Chaque secret qu'elle découvrait la rapprochait un peu plus de la vérité. Elle était prête à affronter le passé, peu importe ce qu'il cachait. Anaïs avançait d'un pas décidé vers la bibliothèque, les battements de son cœur en écho à ses pensées tumultueuses. Le couloir semblait plus long que d'habitude, chaque pas résonnant contre les murs chargés de tableaux et de portraits anciens. Ses visages silencieux semblaient l'observer, comme s'ils savaient ce qu'elle cherchait à découvrir. Mais elle n'avait plus peur. Elle était prête à affronter les ombres du passé. La porte en bois sculptée de la bibliothèque était entrebâillée. Elle la poussa doucement et entra dans une vaste pièce aux murs recouverts de rayonnages remplis de livres aux couvertures usées. Une grande fenêtre aux rideaux épais laissait filtrer une lumière diffuse, éclairant la poussière en suspension dans l'air. L'odeur de vieux papier et de cuir imprégnait la pièce. Ajoutant une dimension solennelle à l'endroit, Madame Lecœur était penchée sur une étagère, réarrangeant des volumes avec sa précision habituelle. Elle se retourna en entendant Anaïs entrer. « Ah, vous voilà. Il y a du travail ici. Les étagères doivent être dépoussiérées, et je veux que le parquet soit impeccable. Faites attention aux livres. Certains sont très anciens et fragiles. »« Bien compris, madame, » répondit Anaïs d'un ton respectueux. Elle attrapa un chiffon et un seau, se dirigeant vers l'une des grandes étagères. Elle commença son travail, passant soigneusement le chiffon sur les reliures de cuir. Évitant de respirer trop fort pour ne pas soulever plus de poussière, ses mains se déplaçaient mécaniquement, mais son esprit était ailleurs, repassant en boucle les phrases des lettres qu'elle venait de lire. « Je ne cesserai jamais d'aimer ma petite fille. » Ces mots la hantaient, réveillant une douleur enfouie depuis longtemps. Sa mère avait voulu la protéger, mais le prix de cette protection avait été l'absence, le silence, l'ignorance de ses propres origines. Soudain, alors qu'elle nettoyait une étagère du bas, son chiffon accrocha quelque chose de dur. Elle s'arrêta et plissa les yeux. Entre deux gros volumes, une petite boîte en bois était coincée. Presque invisible à cause de la poussière accumulée, elle la sortit avec précaution et l'observa. La boîte était ornée de motifs floraux délicatement gravés et semblait fermée depuis des années. Une serrure minuscule protégeait son contenu. Anaïs regarda autour d'elle. Madame Lecœur était sortie de la pièce pour répondre à un appel dans le couloir. C'était le moment où jamais. Elle fouilla dans sa poche et en sortit une épingle à cheveux. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle l'insérait dans la serrure. Après quelques secondes d'effort, un clic discret retentit. Elle souleva le couvercle, retenant son souffle. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait une lettre jaunie par le temps. Sur l'enveloppe, une écriture élégante indiquait « Pour Olivier ». Anaïs sentit un frisson parcourir son échine. C'était une lettre destinée à Olivier Montreuil, probablement écrite par sa mère, Pascal. Elle hésita. Devait-elle vraiment lire cette lettre ? Ce n'était pas à elle d'en connaître le contenu, mais une force invisible, celle du besoin désespéré de vérité, la poussa à l'ouvrir. Elle déplia le papier avec précaution et commença à lire. « Mon cher Olivier, si tu lis cette lettre, c'est que le destin a finalement joué en ma faveur. Il y a tant de choses que je n'ai pas pu te dire, tant de secrets que l'on m'a forcé à garder, mais il est temps pour toi de savoir la vérité. Je t'ai toujours aimé, et ma plus grande souffrance a été de te quitter sans explication. » Anaïs sentit ses yeux picoter, mais elle continua. « Sache que tu as une sœur, une petite fille née de l'amour sincère que j'ai partagé avec un homme bon, mais que notre famille a jugé indigne de notre nom. Ils m'ont arraché à elle pour préserver leur image, pour protéger des apparences vides de sens. J'espère que tu pourras la retrouver un jour et réparer ce que l'on nous a pris. » Un sanglot silencieux monta dans la gorge d'Anaïs.
Chaque mot confirmait ce qu'elle avait appris de sa grand-mère. Mais cette fois, c'était Pascal elle-même qui lui racontait son histoire. Elle lut les dernières lignes. « Ne laisse pas le passé t'emprisonner, mon fils. Trouve ta sœur et aimez-vous comme je n'ai pas pu le faire. L'amour est la seule chose qui compte vraiment. » Les mains d'Anaïs tremblaient lorsqu'elle replia la lettre. Elle la remit soigneusement dans la boîte et referma le couvercle, le cœur battant à tout rompre. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Elle devait parler à Olivier. Il devait connaître la vérité, celle que sa mère avait tenté de lui laisser en héritage. Des pas précipités dans le couloir la tirèrent de ses pensées. Madame Lecœur revint dans la pièce, son expression toujours aussi sévère. « Vous êtes encore là. Allez, dépêchez-vous de finir. Nous n'avons pas toute la journée. »« Oui, madame, » répondit Anaïs, sa voix à peine audible. Elle rangea discrètement la boîte à sa place et reprit son travail. Mais cette fois, chaque geste était empreint d'une nouvelle résolution. Le poids du secret qu'elle portait était immense, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Une part de sa mère vivait dans ses lettres, et peut-être qu'une autre part d'elle vivait aussi en Olivier. Elle devait lui parler. Le moment approchait. Anaïs sentit ses jambes trembler tandis qu'elle quittait la bibliothèque. Le poids de la lettre trouvée était comme un fardeau invisible qui l'écrasait. Elle ne pouvait plus garder cette vérité pour elle seule. Elle devait parler à Olivier Montreuil. Même si l'idée de l'affronter lui nouait l'estomac, elle remonta le couloir en silence, ses pas étouffés par l'épais tapis. La maison semblait plus sombre que jamais, chaque recoin recelant des secrets enfouis depuis des années. Elle arriva devant la porte du bureau d'Olivier. Une boule de nervosité grandit dans sa gorge, mais elle prit une profonde inspiration et frappa doucement. « Entrez !» répondit une voix grave et distante. Anaïs poussa la porte et pénétra dans le bureau. La pièce était élégante, mais austère. Des étagères remplies de livres bordèrent les murs, et une grande fenêtre donnait sur le parc arrière de la propriété. Olivier Montreuil était assis derrière un imposant bureau en acajou. Une pile de documents devant lui, il releva la tête, ses yeux gris perçant Anaïs comme des lames de couteau. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais froide. « Vous n'êtes pas censé être dans cette partie de la maison. » Anaïs sentit ses mains moites se crisper sur le tissu de sa jupe. Elle inspira profondément, tentant de rassembler son courage. « Je suis désolée de vous déranger, monsieur Montreuil, mais il faut que je vous parle. C'est important. » Un pli de contrariété barra le front d'Olivier. Il semblait sur le point de la congédier, mais quelque chose dans le regard déterminé d'Anaïs le fit hésiter. « Très bien. Asseyez-vous, » dit-il en désignant une chaise en face de lui. Anaïs s'assit, son cœur battant à tout rompre. Elle déglutit difficilement et sortit la lettre de la poche de son tablier. Elle la posa doucement sur le bureau d'Olivier. « J'ai trouvé cette lettre dans la bibliothèque, » murmura-t-elle. « Elle est adressée à vous, c'est de votre mère. » Les yeux d'Olivier s'écarquillèrent légèrement. Il tendit une main hésitante vers la lettre, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Ses doigts fins en touchèrent le papier jauni, et il prit une longue inspiration avant de l'ouvrir. Le silence qui s'installa devint presque insoutenable pour Anaïs. Les yeux d'Olivier parcoururent les lignes écrites de cette main qu'il connaissait si bien, une main qui lui avait jadis caressé les cheveux avec tendresse. À mesure qu'il avançait dans sa lecture, son visage se ferma, une ombre de douleur passant dans son regard. Lorsqu'il termina, il referma lentement la lettre et la posa devant lui. Le silence était lourd, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Anaïs sentit sa gorge se serrer. « Elle parlait de moi », souffla-t-elle. « La sœur dont elle parle dans cette lettre, c'est moi. » Olivier leva les yeux vers elle, son regard gris devenu insondable. Il semblait lutter contre une tempête intérieure. Ses traits crispés par un mélange de surprise, de douleur et d'incrédulité. « Vous êtes ma sœur », articula-t-il d'une voix rauque. Anaïs hocha la tête, les larmes menaçant de déborder. « Ma grand-mère m'a tout raconté. Je suis la fille de Pascal Montreuil et du chauffeur de votre famille. Elle m'a confiée à ma grand-mère pour me protéger des représailles, pour éviter le scandale. » Olivier se leva brusquement, se détournant pour fixer le parc à travers la fenêtre. Ses épaules étaient tendues, ses poings serrés. « Ils m'ont menti toute ma vie, » murmura-t-il. « Ils m'ont fait croire que ma mère était partie de son plein gré, qu'elle nous avait abandonnés sans un mot. Mais elle a souffert en silence pour vous protéger, pour nous protéger. » Anaïs sentit une douleur poignante dans sa poitrine. Elle voyait son frère, cet homme si froid et distant.
se briser lentement sous le poids de la vérité. « Je suis désolée, Olivier, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne savais pas comment vous le dire, mais je ne pouvais pas garder ce secret pour moi. Je ne voulais pas vous faire de mal. » Il resta silencieux un moment, les yeux fixés sur l'horizon. Puis, il se retourna lentement, son regard désormais plus doux, mais aussi plus vulnérable. « Vous ne m'avez pas fait de mal, Anaïs. Vous m'avez apporté la vérité, une vérité douloureuse, mais nécessaire. Toute ma vie, j'ai cherché des réponses sans savoir que vous en faisiez partie. » Il s'approcha d'elle et, pour la première fois, un mince sourire étira ses lèvres. « Vous êtes ma sœur, » murmura-t-il. « Et même si je viens seulement de l'apprendre, je suis heureux de vous connaître. » Les larmes coulèrent librement sur les joues d'Anaïs. Elle se leva, et Olivier ouvrit les bras, l'enlaçant avec une tendresse qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Ce geste brisa les dernières barrières de glace entre eux. Ils restèrent ainsi un long moment, un frère et une sœur réunis par la vérité, enfin libres des chaînes du passé. Mais au fond de leur cœur, ils savaient que le chemin à parcourir serait encore long. La vérité avait apporté des réponses, mais elle avait aussi ravivé des blessures profondes. « Nous devons découvrir ce qui est arrivé à notre mère », murmura Anaïs. « Nous devons savoir pourquoi elle a disparu. » Olivier hocha la tête, son regard résolu. « Oui, ensemble. » Le soleil commençait à percer timidement les nuages lorsqu'Anaïs referma doucement la porte du bureau d'Olivier. Ses mains tremblaient encore après l'intense échange avec son frère. Oui, son frère. Ces mots tournaient dans son esprit, emplis d'un mélange étrange d'émotions. Il y avait une douceur dans cette révélation, mais aussi une lourdeur. Une montagne de questions encore sans réponse. Elle descendit lentement les escaliers. Ses pensées embrouillées, la demeure Montreuil lui semblait soudain différente, moins intimidante, mais plus complexe. Chaque tableau, chaque meuble semblait cacher une part de vérité. Un morceau de l'histoire familiale qu'elle venait à peine de commencer à démêler lorsqu'elle franchit le grand portail en fer forgé. L'air frais du matin la frappa au visage. Elle inspira profondément, comme pour se libérer de la pression qui lui écrasait la poitrine. Mais au lieu de se sentir plus légère, elle se sentit alourdie par une nouvelle mission, découvrir ce qui était réellement arrivé à sa mère, Pascale Montreuil. Ses pas la guidèrent instinctivement vers la maison de sa grand-mère. Le chemin familier, bordé de champs et de vieilles clôtures de bois, lui semblait désormais empreint d'un mystère qu'elle n'avait jamais perçu auparavant. À chaque foulée, elle sentait sa détermination grandir. Lorsqu'elle poussa la porte de la petite maison en pierre, l'odeur de soupe et de lavande l'enveloppa. Comme un cocon rassurant, Donna Agnès était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, les mains occupées à tricoter un châle aux couleurs pastel. Elle leva les yeux et sourit faiblement en voyant Anaïs entrer. « Te voilà, ma chérie. Tu es rentrée plus tôt que d'habitude. » Anaïs sentit son cœur se serrer en voyant le visage fatigué de sa grand-mère. Combien de secrets avait-elle dû porter seule toutes ces années? Combien de nuits blanches avait-elle passé à se demander si elle avait pris la bonne décision? Elle s'approcha et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains ridées dans les siennes. « Grand-mère, j'ai parlé à Olivier. Il sait tout maintenant. Il sait que je suis sa sœur. » Agnès pâlit légèrement, ses doigts se crispant sur le fil de laine. « Et comment a-t-il réagi ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Il a compris, » murmura Anaïs. « Il veut découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à maman. Nous devons savoir. Nous ne pouvons plus vivre avec ces ombres du passé. » Les yeux d'Agnès se remplirent de larmes, et elle détourna le regard, fixant un point invisible à travers la fenêtre. « J'ai essayé de vous protéger, vous deux. Je pensais que le silence était la meilleure solution, que la vérité ne ferait qu'ajouter de la douleur. Mais je vois maintenant que j'avais tort. » Anaïs serra ses mains un peu plus fort. « Il n'est pas trop tard, grand-mère. Aide-nous. Dis-moi tout ce que tu sais. Nous avons besoin de toi pour comprendre. » Un long soupir s'échappa des lèvres d'Agnès. Elle relâcha son tricot et se cala contre le dossier de son fauteuil, comme si elle venait de décider d'abandonner un poids trop lourd à porter seule. « Très bien, ma chérie. Je vais te raconter tout ce que je sais. » Anaïs s'assit en face d'elle, le souffle suspendu, prête à recevoir ces fragments de vérité, aussi douloureux soient-ils. « Tout a commencé il y a plus de 20 ans, reprit Agnès d'une voix tremblante.
Pascal était une femme douce, mais elle était aussi forte et déterminée. Elle a toujours refusé de se plier aux règles strictes de la famille Montreuil. Lorsqu'elle est tombée amoureuse du chauffeur, Marc, c'était un scandale en puissance. Un amour interdit, Anaïs sentit une chaleur douce dans sa poitrine en entendant le nom de son père. Pour la première fois, il prenait une consistance réelle, une présence presque palpable. Quand Pascal a découvert qu'elle était enceinte, elle était folle de joie, continua Agnès. Mais les Montreuil l'ont appris avant qu'elle ne puisse leur annoncer. Ils l'ont forcée à se séparer de Marc et à te confier à quelqu'un d'autre pour éviter que leur réputation ne soit entachée. Mais pourquoi a-t-elle accepté ? Pourquoi n'a-t-elle pas fui avec lui ? Demanda Anaïs, les larmes aux yeux. Ils ont menacé Marc. Ils ont promis de ruiner sa vie, de le faire emprisonner sous de fausses accusations s'il ne disparaissait pas. Pascal n'avait pas le choix. Elle a cru qu'en se pliant à leurs exigences, elle te protégerait. Elle m'a confié ta garde, pensant qu'elle reviendrait te chercher quand les choses se calmeraient. Mais elle n'est jamais revenue, murmura Anaïs. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Agnès secoua la tête, le regard voilé de tristesse. Je ne sais pas exactement. Un jour, elle a disparu. Certains disent qu'elle a fui, d'autres qu'elle a eu un accident. Mais au fond de moi, je sais que quelque chose de terrible s'est produit. Pascal n'aurait jamais abandonné sa fille volontairement. Anaïs sentit une colère sourde monter en elle. Elle se leva brusquement, le regard brûlant de détermination. Nous allons découvrir ce qui lui est arrivé, Olivier et moi. Nous allons faire éclater la vérité, quoi qu'il en coûte. Agnès la regarda avec une fierté mêlée d'inquiétude. Fais attention, ma chérie. La vérité est parfois plus dangereuse que le mensonge. Je sais, murmura Anaïs, mais je ne peux plus reculer. Elle serra sa grand-mère dans ses bras, sentant le poids des années et des secrets se dissoudre légèrement dans cette étreinte. Elle n'était plus seule désormais. La vérité était à portée de main, et rien ne l'empêcherait de la saisir. Anaïs quitta la maison de sa grand-mère le cœur lourd, mais une détermination nouvelle illuminait son regard. Les révélations d'Agnès l'avaient secouée jusqu'au plus profond de son être. Pourtant, elle se sentait désormais prête à affronter ce passé tumultueux. Épaulée par Olivier, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule face à l'inconnu. Le vent frais de l'après-midi caressait son visage, tandis qu'elle se dirigeait vers le manoir Montreuil. Chaque pas semblait la rapprocher un peu plus de la vérité. Une vérité qu'elle sentait douloureuse, mais nécessaire. En franchissant la grille imposante, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. La demeure n'était plus seulement le lieu de son travail. Elle était devenue le théâtre de ses origines. Le point de départ d'une quête qui allait bouleverser sa vie, Olivier l'attendait au seuil de la porte. Il était vêtu d'un manteau sombre, et son regard, habituellement froid et distant, semblait maintenant empli d'une chaleur timide. Son visage était marqué par la fatigue et le poids des découvertes récentes. « Tu es venu ?» dit-il doucement, comme s'il redoutait qu'elle t'ait changé d'avis. « Je t'ai dit qu'on allait chercher la vérité ensemble, » répondit Anaïs avec un sourire faible. « Je tiendrai cette promesse. » Il hocha la tête et s'effaça pour la laisser entrer. Ils traversèrent le grand hall en silence. Leurs pas résonnant contre le marbre poli, une tension palpable flottait dans l'air, mais elle était différente de celle des jours précédents. Il y avait maintenant une compréhension mutuelle, une complicité fragile qui se tissait entre eux. Ils s'installèrent dans le salon, une pièce spacieuse et élégante, où le crépitement du feu dans la cheminée venait troubler le silence. Olivier s'assit en face d'Anaïs, ses mains jointes, le regard plongé dans les flammes. « Je ne sais pas par où commencer, » avoua-t-il. « Toute ma vie a été bâtie sur des mensonges. Découvrir que tu es ma sœur me donne une lueur d'espoir. Mais ça ravive aussi tellement de douleur. » Anaïs sentit son cœur se serrer. Elle pouvait voir le garçon perdu derrière l'homme austère, celui qui avait grandi sans l'amour d'une mère, nourri de faux semblants et de silences pesants. « Moi aussi je ressens ça, » murmura-t-elle. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi ma mère n'était pas là. Je me suis sentie abandonnée, rejetée, mais maintenant, je sais qu'elle m'aimait, qu'elle a fait ce qu'elle pensait être juste pour me protéger. Un silence s'installa entre eux, rempli de non-dits et de douleurs partagées. Puis, Olivier prit une profonde inspiration et se redressa. « Il y a quelque chose que je veux te montrer, » dit-il. « Je n'en ai jamais parlé à personne, mais je pense que c'est important. » Il se leva et se dirigea vers une petite armoire en bois, près de la cheminée. Il en sortit une boîte ancienne,
semblable à celle qu'Anaïs avait trouvée dans la bibliothèque. Ses doigts caressèrent le couvercle avec une tendresse mêlée de tristesse. « Cette boîte appartenait à ma mère », expliqua-t-il. « Je l'ai trouvée peu après sa disparition. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle contenait. J'étais trop jeune, trop bouleversée. Mais aujourd'hui, peut-être que cela nous aidera. » Il ouvrit la boîte et en sortit plusieurs lettres, des photos anciennes et un petit carnet en cuir. Anaïs se rapprocha, son souffle suspendu, les objets semblaient vibrer d'une émotion contenue, comme s'ils étaient les gardiens silencieux de secrets longtemps enfouis. Olivier prit une des photos et la tendit à Anaïs. Elle représentait une femme aux cheveux noirs et aux yeux doux, tenant un bébé dans ses bras. Anaïs sentit les larmes lui monter aux yeux en reconnaissant les traits délicats de sa mère. « C'est toi », murmura Olivier. « Et elle, c'est Pascal, ma mère, notre mère. » Anaïs effleura la photo du bout des doigts, sentant une chaleur douce envahir son cœur. Elle avait passé tant d'années à imaginer le visage de sa mère. Et maintenant, elle était là, devant elle, immortalisée sur un bout de papier jauni par le temps. « Merci de me montrer ça, Olivier, » dit-elle d'une voix tremblante. « Ça compte tellement pour moi. » Il hocha la tête, ses yeux brillants d'une émotion qu'il tentait de maîtriser. « On va découvrir ce qui lui est arrivé, » promit-il. « Je ne laisserai pas les mensonges de notre famille nous voler davantage. » Anaïs sentit une bouffée d'espoir en l'entendant prononcer ces mots. Pour la première fois, elle se sentit réellement comprise. Elle et Olivier étaient liés par une quête commune, une volonté de faire éclater la vérité. Peu importe le prix, ils continuèrent d'explorer le contenu de la boîte, chaque lettre, chaque photo ajoutant une pièce au puzzle. Ils savaient que le chemin serait difficile, semé d'embûches et de révélations douloureuses, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble, lorsque le soleil se coucha. Projetant des ombres orangées sur les murs du salon, Anaïs et Olivier se regardèrent avec une détermination nouvelle. Ils n'étaient plus deux étrangers liés par le hasard, mais un frère et une sœur unis par une mission commune. « Demain, nous chercherons d'autres réponses », déclara Olivier. « Je suis sûre qu'il y a encore des secrets cachés dans cette maison. »« Et nous les trouverons », répondit Anaïs avec assurance. Leurs mains se serrèrent brièvement, un pacte silencieux. La vérité était à portée de main, et cette fois, rien ne les arrêterait. Le lendemain matin, le manoir Montreuil était enveloppé dans une brume légère, rendant l'atmosphère encore plus mystérieuse et pesante. Anaïs avait à peine dormi. Les découvertes de la veille tournaient dans sa tête. Chaque image, chaque mot gravé dans sa mémoire. Aujourd'hui, elle et Olivier allaient continuer leurs recherches. Le manoir renfermait encore des secrets qui n'attendaient que d'être dévoilés. Elle retrouva Olivier dans le salon, une tasse de café fumante entre les mains. Il était déjà vêtu de façon impeccable, mais les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit sans sommeil. En la voyant entrer, il lui adressa un léger sourire. « Prête ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Plus que jamais », répondit Anaïs en hochant la tête, en hochant la... Ils avaient décidé de fouiller le grenier, un endroit qu'Olivier évitait depuis des années. C'était là que sa mère rangeait ses souvenirs, ses affaires personnelles, un sanctuaire silencieux que personne n'avait osé troubler après sa disparition. Ils montèrent ensemble l'escalier en colimaçon menant au grenier. La porte en bois grinça lorsqu'Olivier la poussa. Une odeur de poussière et de bois ancien les accueillit. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers une lucarne, éclairant des malles empilées, des cartons jaunis et des draps recouvrant de vieux meubles. « Ça fait des années que je n'ai pas mis les pieds ici », murmura Olivier. « J'avais l'impression de trahir sa mémoire en venant fouiller ses affaires. Aujourd'hui, on le fait pour elle », souffla Anaïs, pour découvrir ce qui lui est arrivé. Ils avancèrent prudemment parmi les souvenirs endormis. Chaque pas soulevait un nuage de poussière, qui dansait dans le faisceau de lumière. Olivier s'accroupit près d'une vieille malle et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des vêtements de femme soigneusement pliés, un parfum fané flottant encore autour du tissu. Anaïs, de son côté, s'approcha d'une petite table en bois sur laquelle trônait un coffret en cuir. La serrure était rouillée, mais lorsqu'elle la tourna, le couvercle s'ouvrit sans résistance. À l'intérieur, un carnet à la couverture usée reposait paisiblement, comme une relique oubliée. « Olivier, regarde », appela-t-elle en tenant le carnet avec précaution. Il se redressa et vint la rejoindre. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le carnet. « C'est le journal de ma mère », murmura-t-il. « Je me souviens qu'elle écrivait chaque soir,
Mais après sa disparition, personne ne l'a jamais retrouvée. Anaïs sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce journal pouvait contenir les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Elle l'ouvrit avec des gestes tremblants. Les premières pages couvertes d'une écriture fine et élégante. 12 avril 2001. Aujourd'hui, j'ai ressenti pour la première fois les mouvements de mon bébé. Un instant de pur bonheur dans ce monde de contraintes et de règles. Peu importe ce qu'ils disent, je sais que cet enfant est une bénédiction. Anaïs déglutit, les larmes lui montant aux yeux. Sa mère avait consigné ses espoirs, ses peurs, ses rêves. Elle tourna les pages avec délicatesse, lisant des fragments de vie empreints de douceur et de mélancolie. Olivier lut par-dessus son épaule, ses traits crispés par l'émotion. Chaque mot semblait briser une barrière en lui, un mur qu'il avait érigé pour se protéger de la douleur. 5 juillet 2001. Ils m'ont convoqué aujourd'hui. Père est furieux. Il dit que j'ai déshonoré le nom des Montreuil. Il m'a ordonné de me débarrasser de l'enfant ou de quitter la maison. Mais comment pourrais-je abandonner ce petit être innocent? Je suis prête à tout pour le protéger. Les mains d'Olivier se serrèrent en poing. Ils l'ont forcé à choisir entre sa famille et son enfant, gronda-t-il. Comment ont-ils pu lui faire ça? Anaïs continua à feuilleter le journal, les pages devenant de plus en plus sombres, empreintes de désespoir et de peur. Puis, soudain, une entrée attira son attention. 3 septembre 2001. Je sens que quelque chose ne va pas. Depuis que j'ai confié Anaïs à Agnès, je me sens surveillée. Quelqu'un me suit. Je ne sais pas si c'est la famille ou quelqu'un d'autre. Je crains pour ma vie. Si quelque chose m'arrive, je veux qu'Olivier sache que je l'aime et que je n'ai jamais voulu l'abandonner. Anaïs sentit sa gorge se serrer. Les mots de sa mère étaient chargés d'une peur tangible. Elle tourna les dernières pages, mais elles étaient vierges. Le journal s'arrêtait brusquement. Elle savait qu'elle était en danger, murmura Anaïs. Elle sentait que quelque chose allait arriver. Olivier serra les dents, ses yeux brillants d'une colère contenue. Ils l'ont réduite au silence. Je le sens. On ne peut pas laisser ses secrets enterrés plus longtemps. Ils se regardèrent, unis par la même détermination farouche. Ce journal est une pièce cruciale, dit Anaïs. Il prouve qu'elle se sentait menacée. On doit creuser davantage, parler aux anciens employés, trouver quelqu'un qui sait ce qui s'est passé. Olivier hocha la tête. On va découvrir la vérité. Pour elle, pour nous. Ils quittèrent le grenier avec le journal précieusement serré contre eux, prêts à affronter les ombres du passé, pour enfin délivrer la mémoire de leur mère. Anaïs et Olivier descendirent les escaliers du grenier, le journal de Pascal serré contre eux comme un trésor fragile. Chaque marche grinçait sous leurs pas, comme si la maison elle-même protestait contre le déterrement de ses secrets les plus enfouis. Leur silence était lourd, empli d'une tension palpable. Le poids de ce qu'ils venaient de découvrir les écrasait presque. Arrivé au salon, Olivier referma la porte derrière eux et se laissa tomber sur l'un des fauteuils en cuir. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux noirs, le regard perdu dans le vide. Anaïs s'assit en face de lui, le journal posé sur ses genoux, ses doigts caressaient la couverture usée, comme pour puiser du courage dans les mots de sa mère. Elle savait qu'elle était en danger, souffla Olivier, brisant le silence. Elle a écrit ces mots comme une supplication. Une dernière trace pour nous. Oui, répondit Anaïs, la voix tremblante. Et elle voulait que tu saches qu'elle t'aimait, qu'elle n'a jamais voulu t'abandonner. Il serra les poings. Une colère sourde grondant en lui. On ne peut pas laisser cette injustice sans réponse. Quelqu'un sait forcément ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui travaillaient ici à l'époque. Peut-être qu'elles ont vu ou entendu quelque chose. Anaïs acquiesça. L'idée de confronter ceux qui avaient côtoyé sa mère la remplissait d'appréhension. Mais elle savait qu'ils n'avaient pas le choix. La vérité ne se révélerait pas d'elle-même. « Tu sais qui pourrait nous aider ?» demanda-t-elle. Olivier réfléchit un instant, ses sourcils froncés par la concentration. Margot, la cuisinière, elle travaille ici depuis des décennies. Elle était proche de ma mère. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Sans perdre un instant, ils se levèrent et se dirigèrent vers la cuisine. La pièce était baignée par la lumière dorée de l'après-midi, et une douce odeur de pain frais flottait dans l'air. Margot, les cheveux relevés en un chignon lâche, pétrissait une boule de pâte avec une énergie tranquille. En les voyant entrer, elle sourit doucement. « Tiens,
Vous voilà. Vous avez l'air préoccupé. Que puis-je faire pour vous ? Olivier s'avança, le visage grave. Margot, nous avons besoin de votre aide. Il s'agit de ma mère, Pascale. Le sourire de Margot s'effaça instantanément. Elle s'essuya les mains sur son tablier et les fixa d'un air inquiet. « Ah, que voulez-vous savoir ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Anaïs sentit son cœur battre plus fort. Elle prit une inspiration et parla doucement. « Nous pensons que Pascale ne s'est pas enfuie volontairement. Elle se sentait menacée avant de disparaître. Nous avons trouvé son journal et elle y parle de cette peur. Nous voulons savoir si vous avez remarqué quelque chose à l'époque. » Margot pâlit, ses yeux s'embrouillant de souvenirs douloureux. Elle se laissa tomber sur une chaise, ses mains tremblantes. « Je savais que ce jour viendrait, » murmura-t-elle. « J'ai gardé le silence pendant trop longtemps. » Elle releva les yeux, ses traits marqués par le regret. Pascale était une femme merveilleuse. Elle traitait tout le monde avec respect, peu importe leur rang. Mais cela déplaisait à votre grand-père, Olivier. Monsieur Montreuil avait des idées bien arrêtées sur le maintien des apparences et de la réputation familiale. Il n'a jamais accepté que sa fille puisse aimer un simple chauffeur. « Marc », dit Anaïs, sa voix à peine audible. « Mon père. » Margot hocha la tête. « Oui, Marc, un homme bon et honnête. Ils étaient prêts à tout pour le bonheur de leur enfant. Mais le patriarche Montreuil a découvert leur secret. Il a forcé Pascale à abandonner sa fille. Elle m'a confié qu'elle voulait s'enfuir, qu'elle préparait tout pour partir avec Marc et te récupérer. Anaïs. » Les larmes roulèrent sur les joues d'Anaïs. Elle sentait la douleur de sa mère résonner en elle. Une douleur vieille de 20 ans. Mais elle n'a jamais eu cette chance, continua Margot. La voix brisée. Une nuit, j'ai entendu une dispute violente dans le bureau du patriarche. Pascale pleurait, suppliant qu'on la laisse partir. Puis il y a eu un silence, et elle a disparu le lendemain. Plus personne n'a jamais parlé d'elle. Olivier serra les mâchoires, son regard brûlant de colère. « Vous pensez qu'il lui a fait du mal ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Margot baissa les yeux, ses épaules s'affaissant sous le poids de sa culpabilité. « Je n'en ai pas la preuve, mais je suis sûre qu'ils ont fait taire Pascale pour protéger leur honneur. J'ai eu peur de parler. Je ne voulais pas finir comme elle. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. La vérité était plus terrible qu'il ne l'avait imaginé. Anaïs sentit la rage et le chagrin bouillir en elle. « Il faut dénoncer cela, » murmura-t-elle. « Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. » Olivier posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons le faire. Mais nous devons trouver des preuves concrètes, des documents, des témoignages, quelque chose qui ne pourra pas être ignoré. » Margot les regarda avec une lueur d'espoir. « Faites-le pour elle, pour Pascale. Elle mérite justice. » Anaïs et Olivier échangèrent un regard déterminé. La quête pour la vérité venait de prendre un nouveau tournant. Le voile des mensonges était en train de se déchirer, et ils étaient prêts à tout pour que la lumière éclate. Le silence qui suivit la confession de Margot semblait étirer le temps. Anaïs sentait une douleur sourde pulser dans ses tempes. Chaque mot de la cuisinière résonnait dans sa tête comme un coup de marteau. Sa mère avait été réduite au silence, probablement par son propre grand-père, une famille qu'elle ne connaissait que depuis peu, mais qui, déjà, avait marqué sa vie de manière indélébile. Olivier se redressa, son visage fermé, les mâchoires contractées sous l'effet de la colère contenue. Il remercia Margot d'un signe de tête avant de quitter la cuisine. Suivis de près par Anaïs, leurs pas étaient lourds et déterminés, alors qu'ils se dirigeaient vers le salon. Une fois la porte refermée derrière eux, Olivier lâcha un soupir rauque. « J'ai du mal à croire que cet homme ait pu faire ça à sa propre fille, » murmura-t-il. « Mon propre grand-père. Un homme que j'ai respecté. » Même si sa froideur m'a toujours tenu à distance, Anaïs posa doucement une main sur son bras, cherchant à apaiser la tempête qui faisait rage en lui. « Il ne nous reste plus qu'à prouver ce qu'il a fait, Olivier. Nous ne pouvons pas laisser cette vérité sombrer dans l'oubli. Notre mère mérite justice. » Olivier acquiesça, ses yeux gris brillants d'une détermination farouche. « Il nous faut des preuves. Margot a fait tout ce qu'elle pouvait en nous révélant cela. Mais nous avons besoin de quelque chose de concret. Une lettre, un document, n'importe quoi qui prouverait que le patriarche Montreuil est derrière la disparition de ma mère. » Il se mit à arpenter la pièce, ses pensées tourbillonnant visiblement à toute allure. Il y avait un coffre-fort dans le bureau de mon grand-père, se souvint-il soudain. Je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais enfant.
Il y gardait des documents confidentiels. Peut-être que ce que nous cherchons s'y trouve. Anaïs sentit une montée d'espoir. Allons-y. Nous devons fouiller ce bureau avant que quelqu'un ne se doute de quoi que ce soit. Ils se dirigèrent vers le bureau du patriarche, situé au fond du couloir. La porte en bois sombre semblait presque les défier de franchir le seuil. Olivier posa une main sur la poignée froide et, après un instant d'hésitation, la tourna. La porte s'ouvrit en un léger grincement, dévoilant une pièce figée dans le temps. Le bureau était imposant. Une œuvre d'art en bois massif. Des étagères remplies de livres anciens couvrirent les murs, et une grande fenêtre laissait entrer une lumière tamisée. Sur le côté, une armoire en acajou, discrète mais solide, trônait contre le mur. Olivier s'approcha de l'armoire et l'ouvrit. À l'intérieur, une porte en métal avec un cadran à combinaison se révélait, le coffre-fort. « Je me souviens vaguement du code », murmura-t-il en fronçant les sourcils. « Je l'ai vu le composer plusieurs fois quand j'étais enfant. » Je crois que c'était une date importante pour lui. Il tourna le cadran lentement, sa main hésitant parfois. Anaïs retenait son souffle, chaque seconde semblant une éternité. « 17 mars 1952 », dit-il à voix basse. Un clic retentit, et la porte du coffre s'ouvrit lentement. Ils échangèrent un regard rempli de tension, avant de plonger leurs regards à l'intérieur. Des dossiers, des lettres scellées et des documents officiels reposaient dans l'espace confiné. Anaïs saisit un dossier au hasard et l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant le contenu. « Regarde ça, Olivier. Ce sont des lettres de menaces adressées à notre mère. Elles ont été envoyées juste avant sa disparition. » Olivier attrapa une lettre et lut à haute voix. « Si tu ne te plies pas aux exigences de la famille, tu en subiras les conséquences. La honte que tu as infligée au Montreuil ne restera pas impunie. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Le poids des révélations était écrasant. Il serra les dents, ses mains tremblant de rage. Il la menaçait, la terrorisait, jusqu'à la faire disparaître, et tout cela pour protéger son maudit honneur. Anaïs sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle les ignora. Elle devait rester forte, pour sa mère, pour Olivier, pour elle-même. Ces lettres sont la preuve dont nous avons besoin. On ne peut pas les laisser nous échapper. Olivier hocha la tête, refermant le dossier avec précaution. Nous devons être prudents. Si quelqu'un découvre que nous avons ces documents, il pourrait essayer de nous en empêcher. Nous devons les copier, les sécuriser. Il rassemblera les lettres et les documents, les glissant dans un sac qu'Anaïs portait en bandoulière. Chaque pièce qu'ils emportaient les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Le patriarche Montreuil avait peut-être disparu, mais son influence planait encore sur la maison. « On doit sortir d'ici maintenant », dit Olivier, le regard sombre. « Je ne veux prendre aucun risque. » Ils refermèrent le coffre-fort et quittèrent le bureau en silence, leur cœur battant à l'unisson. Chaque pas semblait les rapprocher d'un point de non-retour. Ils savaient que cette quête de justice ne serait pas sans conséquences, mais ils étaient prêts à affronter les tempêtes à venir. Dans le couloir, Anaïs glissa sa main dans celle d'Olivier. « Quoi qu'il arrive, on le fait ensemble », murmura-t-elle. Il serra sa main en retour. Ensemble, ils sortirent du manoir, emportant avec eux le poids de la vérité et une promesse silencieuse, rendre justice à leur mère, coûte que coûte. Anaïs et Olivier marchèrent d'un pas rapide sur le chemin menant à la sortie du manoir Montreuil. Le vent froid leur fouettait le visage, mais ils n'y prêtaient aucune attention. Le sac contenant les lettres et les documents battait contre la hanche d'Anaïs à chaque pas, comme un rappel constant du danger qu'il courait désormais. « Nous devons trouver un endroit sûr pour ces documents », dit Olivier d'une voix tendue. « Si quelqu'un découvre qu'ils ont disparu, ils feront tout pour les récupérer. » Anaïs hocha la tête, jetant un regard inquiet par-dessus son épaule. Chaque bruit, chaque ombre semblait dissimuler une menace. Elle sentit une sueur froide lui couler dans le dos malgré le froid mordant. « Et si nous allions chez moi ?» suggéra-t-elle. « Ma grand-mère pourra les garder en sécurité. Personne ne pensera à chercher là-bas. » Olivier hésita une seconde avant d'acquiescer. « C'est une bonne idée, mais nous devrons faire vite. Je ne serais pas surpris qu'il réalise rapidement que ces documents manquent à l'appel. » Ils franchirent la grille en fer forgé du domaine et s'engagèrent sur le chemin menant au village. Le silence pesait lourdement sur leurs épaules, comme si le manoir lui-même retenait son souffle, prêt à exploser à tout moment. Anaïs sentait une montée d'adrénaline lui donner la force d'avancer. Malgré ses jambes qui menacèrent de flancher,
Lorsqu'ils atteignirent la petite maison de sa grand-mère, Anaïs sentit une vague de soulagement la traverser. L'endroit dégageait toujours cette chaleur familière. Un sanctuaire, où les problèmes semblaient s'effacer. Mais aujourd'hui, même cette maison semblait trembler sous le poids du secret qu'il transportait. Elle ouvrit la porte et appela doucement. « Grand-mère, c'est nous !» Donna Agnès apparut dans le couloir, ses yeux fatigués scrutant les visages tendus des deux jeunes gens. Elle fronça les sourcils, sentant immédiatement que quelque chose de grave s'était passé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'inquiétude. « Grand-mère, nous avons trouvé des preuves », expliqua Anaïs en déposant le sac sur la table de la cuisine. Des lettres, des documents qui montrent que le patriarche Montreuil a menacé maman avant sa disparition. Nous devons les cacher quelque part en sécurité. Les mains d'Agnès tremblèrent légèrement en touchant le sac. Elle hocha la tête avec gravité. « Vous avez bien fait, venez avec moi. » Elle les conduisit vers le salon, où se trouvait une vieille armoire en bois. Elle en ouvrit la porte et écarta plusieurs nappes et couvertures soigneusement pliées. Derrière, une petite trappe discrète était dissimulée dans le fond de l'armoire. « J'ai toujours gardé cet endroit pour les moments critiques, » murmura Agnès. « Placez-les ici. » Olivier glissa les documents dans la cachette, prenant soin de tout disposer de manière ordonnée, une fois les preuves en sécurité. Agnès referma la trappe et remit les couvertures en place. Elle se tourna vers eux, ses yeux brillants de détermination. « Maintenant, asseyez-vous. Il est temps de décider de la suite. » Ils s'installèrent autour de la table, le silence seulement troublé par le tic-tac de l'horloge murale. Agnès prit une profonde inspiration. « Vous avez fait un travail courageux en découvrant ces preuves, mais vous savez que cela ne s'arrête pas là. Si vous choisissez de dévoiler la vérité, vous allez vous attirer de puissants ennemis. Êtes-vous prêt à en assumer les conséquences ?» Olivier échangea un regard avec Anaïs. Une lueur d'acier brillait dans ses yeux. « Nous ne pouvons pas reculer maintenant, » déclara-t-il fermement. « Il en va de l'honneur de notre mère. Elle mérite justice. » Anaïs sentit une bouffée de fierté pour son frère. Elle serra les poings, ancrant sa décision dans son cœur. « Je suis d'accord. Peu importe le prix à payer, nous devons faire éclater la vérité. Ils ont déjà volé trop d'années à maman. Ils ne nous voleront pas notre courage. » Agnès posa une main sur celle d'Anaïs, sa voix douce et tremblante. « Vous êtes plus fort que je ne l'ai jamais été. Je suis fière de vous. » Un fracas soudain à l'extérieur les fit sursauter. Ils se figèrent, les cœurs battant à tout rompre. Olivier se leva d'un bond et s'approcha de la fenêtre. À travers le voile de la nuit tombante, il aperçut deux silhouettes sombres près de la clôture. « Quelqu'un nous a suivis, » murmura-t-il, la voix tendue. Anaïs sentit la panique monter en elle, mais elle la repoussa fermement. « On ne peut pas rester ici. Il faut mettre ces documents en sécurité ailleurs. » Agnès hocha la tête avec précipitation. « Allez à l'ancienne grange derrière le moulin. Personne ne pense jamais à y aller. Cachez-les là-bas pour l'instant. » Olivier attrapa le sac et Anaïs serra la main de sa grand-mère. « Reste ici et verrouille les portes. On reviendra dès qu'on pourra. » Agnès acquiesça, ses yeux embués de larmes. « Soyez prudents, mes enfants. » Ils sortirent par la porte arrière, le souffle court, le cœur battant à la chamade. La nuit était tombée complètement maintenant, les ténèbres les enveloppant comme un manteau protecteur. Ils couraient, le sac serré contre eux, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Ils savaient que le danger rôdait, mais ils étaient prêts à se battre pour la vérité. La nuit les enveloppait dans son manteau sombre, tandis qu'Anaïs et Olivier couraient à travers le petit jardin derrière la maison de leur grand-mère. Le vent sifflait dans les branches des arbres nus, créant des ombres qui dansaient autour d'eux. Chaque bruit leur semblait amplifié, chaque craquement de branches un signal d'alarme. Ils savaient qu'ils étaient suivis, traqués par une menace silencieuse. Le sac contenant les documents était fermement serré contre le corps d'Olivier. Le poids de la vérité semblait plus lourd à chaque pas. Anaïs sentait son cœur battre si fort qu'il résonnait dans ses tempes. Elle devait se concentrer, ne pas laisser la peur prendre le dessus. « Par ici » chuchota Olivier, en désignant un petit sentier qui menait à la vieille grange derrière le moulin. Ils bifurquèrent brusquement, disparaissant dans l'obscurité des champs. Le sol était humide, leurs chaussures s'enfonçaient légèrement dans la terre meuble, mais ils continuèrent d'avancer sans s'arrêter. La grange se dessinait enfin dans l'obscurité, une silhouette fantomatique aux planches usées par le temps. « Plus que quelques mètres » murmura Anaïs, le souffle court.
Ils atteignirent la porte de la grange, qui grinça légèrement en s'ouvrant. L'odeur de paille humide et de bois pourri les assaillit. Olivier referma rapidement la porte derrière eux, s'appuyant un instant contre le battant pour reprendre son souffle. « On doit trouver une cachette sûre », souffla-t-il. « Quelque chose qui ne sera pas découvert facilement. » Anaïs balaya l'intérieur du regard. Des bottes de foin étaient empilées dans un coin, et de vieux outils rouillés traînaient au sol. Elle remarqua une trappe dissimulée sous une couche de poussière et de paille. « La regarde !» dit-elle en s'agenouillant pour soulever la trappe. Olivier s'approcha, et ensemble, ils soulevèrent le lourd couvercle en bois. Un espace étroit et sombre se révéla en dessous. Une cachette parfaite. Il plaça délicatement le sac contenant les documents à l'intérieur, le cœur battant. « C'est bon », murmura-t-il. « Maintenant, refermons ça. » Ils rabattirent la trappe et dispersèrent de la paille et de la poussière dessus pour masquer toute trace de leur passage. Olivier se redressa et échangea un regard avec Anaïs. Une lueur de détermination brillait dans leurs yeux. « Ils ne trouveront jamais ces documents ici », dit Anaïs d'une voix ferme. Soudain, un bruit de pas résonna à l'extérieur de la grange. Un craquement sec, puis un autre. Anaïs sentit son sang se glacer. Ils étaient là. « Cache-toi », murmura Olivier en l'attrapant par le bras. Ils se précipitèrent derrière une pile de bottes de foin, se plaquant contre le mur de bois. Leur respiration était saccadée, presque incontrôlable. Anaïs sentit la main d'Olivier serrer la sienne, une étreinte rassurante dans le chaos qui les entourait. La porte de la grange s'ouvrit lentement, un grincement sinistre déchirant le silence de la nuit. Une lumière de lampe torche balaya l'intérieur, illuminant les vieilles poutres et les tas de foin. Deux silhouettes se tenaient dans l'encadrement de la porte, leurs visages obscurcis par l'ombre. « Ils doivent être ici », grogna une voix grave. « Cherchez partout. » Anaïs sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle retint son souffle, priant pour que l'obscurité les protège. Les hommes s'avancèrent lentement, leurs pas faisant craquer le sol en bois. Le faisceau des lampes torches balayait chaque recoin. S'approchant dangereusement de leur cachette, un des hommes s'arrêta près des bottes de foin. Il plissa les yeux, comme s'il sentait leur présence. Anaïs sentit une goutte de sueur froide glisser le long de sa nuque. Elle ferma les yeux, se mordant la lèvre pour ne pas crier. « Rien ici », dit finalement l'homme en se redressant. « Ils ont dû filer ailleurs. On continue de chercher », répondit l'autre. « Ils ne peuvent pas être loin. » Les pas s'éloignèrent lentement, le grincement de la porte indiquant leur sortie. Anaïs n'osa pas bouger pendant plusieurs secondes, le silence revenu pesant sur ses épaules comme un fardeau. Puis, enfin, Olivier relâcha sa main et se redressa doucement. « Ils sont partis », chuchota-t-il. « On doit sortir d'ici discrètement. » Ils se faufilèrent hors de leur cachette, leurs muscles endoloris par la tension. Olivier jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. La nuit était toujours sombre, mais les silhouettes avaient disparu. « Allons-y », murmura Anaïs. Ils sortirent de la grange à pas feutrés et se glissèrent dans l'ombre des arbres. Le chemin du retour semblait interminable, chaque pas les rapprochant pourtant de la maison de leur grand-mère, de la sécurité toute relative qu'elle représentait. Lorsqu'ils franchirent enfin le seuil de la maison, Donna Agnès les attendait, le visage pâle et inquiet. Elle les serra dans ses bras sans un mot, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien réels. « Vous êtes sains et saufs », murmura-t-elle. « C'est tout ce qui compte. » « Pour l'instant, oui », répondit Olivier, le regard sombre. « Mais ils ne s'arrêteront pas là. La chasse est ouverte. Et nous devons être prêts à riposter. » Anaïs hocha la tête. Elle sentait au fond d'elle que le pire restait à venir. Mais ils n'avaient plus peur. Ils avaient la vérité de leur côté. Et ils se battraient jusqu'au bout pour elle. La maison de Donna Agnès semblait à nouveau paisible. Mais le calme était trompeur. Anaïs et Olivier se tenaient dans le salon, leurs visages marqués par la fatigue et l'anxiété. Le silence était uniquement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Chaque seconde qui s'écoulait semblait les rapprocher inéluctablement du moment où tout basculerait. « On ne peut pas rester ici plus longtemps », murmura Olivier, brisant le silence. « Ils vont revenir. Et cette fois, ils ne se contenteront pas de chercher. » Donna Agnès acquiesça, ses yeux cernés de fatigue et d'inquiétude. « Je le sais, mes enfants. Vous devez partir. Mais où irez-vous? Ces gens ont des yeux partout. » Anaïs réfléchit un instant, ses pensées tourbillonnant à toute vitesse. Une idée germa dans son esprit, une solution risquée, mais peut-être leur seule chance.
Nous devons aller à la police, déclara-t-elle fermement. Avec ces documents, nous avons assez de preuves pour les convaincre d'ouvrir une enquête. Olivier fronça les sourcils, le doute creusant des lignes sur son front. La police, tu penses vraiment qu'on peut leur faire confiance? Et si ces gens ont des contacts là-bas aussi? On n'a pas le choix, répliqua Anaïs. Si on ne fait rien, ils nous réduiront au silence comme ils l'ont fait pour maman. Il faut agir maintenant, pendant que nous avons encore l'avantage. Donna Agnès serra les mains d'Anaïs dans les siennes, ses doigts froids et tremblants. Sois prudente, ma chérie. Ils sont capables de tout pour protéger leurs secrets. Je le sais, grand-mère, répondit Anaïs, le regard déterminé. Mais nous devons le faire. Olivier prit une grande inspiration et hocha la tête. D'accord, allons-y, mais soyons rapides et discrets. Ils récupérèrent le sac contenant les documents cachés dans la trappe. Olivier le serra fermement contre lui comme un bouclier. Ils se préparèrent à sortir, jetant un dernier regard à Donna Agnès, qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Les larmes aux yeux. « Prenez soin de vous », murmura-t-elle. « Je vous aime. Nous reviendrons », promit Anaïs, avant de lui embrasser la joue. Ils quittèrent la maison et s'enfoncèrent dans l'obscurité de la nuit. Le village semblait endormi, mais Anaïs savait que le danger rôdait toujours. Chaque coin de rue, chaque silhouette lointaine était une menace potentielle. Ils avancèrent rapidement, le bruit de leurs pas résonnant dans le silence oppressant. La petite station de police se trouvait à une quinzaine de minutes à pied, une distance qui paraissait infinie. « Reste sur tes gardes », murmura Olivier. « Si quelqu'un nous suit, il faudra courir !» Anaïs acquiesça, ses muscles tendus comme des cordes prêtes à rompre. Leur respiration était courte, saccadée, le froid mordant de la nuit leur glaçait la peau. Mais ils continuèrent d'avancer. Soudain, un bruit de moteur brisa le silence. Des phares éclairèrent la rue derrière eux. Le faisceau lumineux balaya le sol, se rapprochant dangereusement. « Ils nous ont repérés !» s'écria Anaïs. « Cours !» ordonna Olivier. Ils se mirent à courir à toute vitesse, leurs pieds frappant le sol dans un rythme effréné. Le moteur vrombit plus fort, les phares projetant leurs ombres déformées sur les murs des maisons. Anaïs sentait son cœur battre dans ses tempes. La panique menaçant de la submerger, ils tournèrent brusquement dans une ruelle étroite, espérant semer leurs poursuivants. Les bruits de pas et le moteur en approche se mêlaient en une cacophonie terrifiante. Olivier serrait le sac contre lui, ses yeux cherchant désespérément une issue. « Par ici !» cria Anaïs en désignant une petite cour cachée entre deux bâtiments. Ils s'engouffrèrent dans la cour et se plaquèrent contre le mur, retenant leur souffle. Le véhicule passa devant la ruelle sans s'arrêter, ses phares balayant brièvement l'entrée avant de disparaître au loin. Le silence revint, lourd et oppressant. Anaïs sentit ses jambes trembler, mais elle se força à rester debout. « On doit continuer », souffla Olivier. « Ils vont revenir ». Ils sortirent discrètement de la cour et reprirent leur course vers le commissariat. Les rues semblaient interminables, chaque pas les rapprochant de leur objectif et du danger imminent. Enfin, ils aperçurent l'enseigne éclairée de la station de police. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux d'Anaïs. « On y est presque », murmura-t-elle. Ils franchirent les portes du commissariat, essoufflés, et le visage marqué par l'angoisse. Un policier en uniforme les regarda, surpris par leur arrivée précipitée. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Olivier s'avança, le sac serré contre lui. « Nous avons des preuves concernant une disparition, une affaire vieille de 20 ans. Nous devons parler à quelqu'un immédiatement. » Le policier les fixa un instant, puis hocha la tête. « Suivez-moi. » Ils furent conduits dans une petite salle d'interrogatoire. Olivier posa le sac sur la table avec précaution. Anaïs sentit son cœur battre à tout rompre. Ils avaient atteint le point de non-retour. Bientôt, la vérité éclaterait au grand jour. « C'est le moment », murmura-t-elle à Olivier. « Pour maman, pour nous. » Il acquiesça, une lueur déterminée dans le regard. Pour la justice, la petite salle d'interrogatoire était éclairée par une lumière blafarde qui jetait des ombres nettes sur les murs gris. Olivier et Anaïs étaient assis côte à côte, le sac contenant les documents posés entre eux comme une relique sacrée. Le policier en face d'eux, un homme d'âge moyen avec des cheveux grisonnants et une expression fatiguée, les scrutait avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Vous comprenez que c'est une accusation grave que vous portez » déclara-t-il,
ses yeux perçants fixés sur Olivier. « Je le sais, » répondit Olivier d'une voix ferme. « Mais nous avons des preuves tangibles. Ma mère, Pascale Montreuil, a disparu il y a 20 ans. Nous avons découvert que sa disparition était liée à des menaces de notre grand-père, le patriarche des Montreuil. » Le policier hocha la tête, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. « Montrez-moi ces preuves. » Olivier inspira profondément et ouvrit le sac. Il en sortit les lettres jaunies, les documents officiels et le journal de leur mère. Il les posa délicatement sur la table, un par un. Chaque pièce semblait chargée d'un poids invisible, d'une vérité enfouie prête à surgir. Le policier attrapa la première lettre et la lut silencieusement. Son visage resta impassible, mais ses yeux s'assombrirent à mesure qu'il avançait dans sa lecture. Puis, il prit le journal de Pascale et tourna lentement les pages, lisant chaque mot avec une concentration intense. « Cela indique clairement qu'elle se sentait menacée », murmura-t-il en refermant le journal. « Et ces lettres sont explicites. Votre grand-père avait effectivement des raisons de vouloir la faire taire. » Il redressa la tête et fixa les deux jeunes gens. « Ce que vous avez là est sérieux. Nous allons ouvrir une enquête officielle. Mais vous devez comprendre que cela va secouer des puissants. Vous risquez de vous mettre en danger. » Anaïs serra les poings sous la table. Elle sentit la main d'Olivier se poser sur la sienne. Un geste de soutien silencieux. « Nous le savons, » dit-elle d'une voix déterminée. « Mais nous ne reculerons pas. Notre mère mérite justice. » Le policier hocha la tête et se leva. « Restez ici. Je vais transmettre ces documents au commissaire. » Il sortit de la pièce, laissant Anaïs et Olivier seuls avec leurs pensées. Le silence devint rapidement oppressant. Chaque seconde qui passait semblait les rapprocher du moment où tout serait révélé. Leur cœur battait à l'unisson, une symphonie de peur et d'espoir mêlés. « Tu crois qu'ils nous croiront ?» murmura Anaïs, sa voix à peine audible. « Ils doivent nous croire, » répondit Olivier. « On a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant, c'est entre leurs mains. » La porte s'ouvrit brusquement, les faisant sursauter. Un homme en uniforme, grand et imposant, entra dans la pièce. Son regard sévère scruta les documents sur la table, puis se posa sur eux. « Je suis le commissaire Leroux, » déclara-t-il d'une voix grave. « On m'a transmis votre dossier. Ce que vous avancez est extrêmement sérieux. Nous allons procéder à des interrogatoires et examiner ces preuves en détail. Mais je dois vous avertir, si ce que vous dites est vrai, cela va déclencher un véritable scandale. La vérité doit éclater. »« Commissaire, » insista Olivier, « peu importe les conséquences. » Le commissaire les regarda un instant, semblant peser leurs mots, puis il acquiesça lentement. « Très bien. Nous allons agir rapidement. Mais en attendant, vous devez rester sous protection. Si ces gens ont déjà éliminé votre mère, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à vous. » Anaïs sentit un frisson parcourir son échine. Le danger était réel, mais elle refusait de reculer. « On fera ce qu'il faut, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui tordait son ventre. Le commissaire se tourna vers un autre officier qui venait d'entrer. « Mettez-les sous protection immédiate et assurez-vous qu'ils ne quittent pas le commissariat. » « Nous allons coordonner une opération. » L'officier hocha la tête et fit signe à Anaïs et Olivier de le suivre. Ils furent conduits dans une pièce plus sécurisée, équipée de 2 lits de camp et d'une petite table. « Vous resterez ici pour l'instant, » expliqua l'officier. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez à la porte. » Il referma la porte derrière eux, les laissant seuls dans cette pièce spartiate, mais sécurisée. Anaïs s'assit sur le lit, les épaules lourdes de fatigue et de tension. « On y est presque, » murmura-t-elle. « Tout va bientôt éclater. » Olivier s'assit à côté d'elle, son regard fixé sur le mur en face. « Oui, mais le plus dur reste à venir. » Le silence retomba, chargé d'une anticipation fébrile. Ils savaient que le lendemain serait décisif. La vérité qu'ils avaient tant cherchée était sur le point de voir le jour, mais avec elle viendraient des tempêtes qu'ils ne pouvaient encore imaginer. Ils s'endormirent enfin, épuisés, leurs esprits hantés par des souvenirs et des espoirs entremêlés. La nuit passa lentement, chaque heure les rapprochant du moment où tout serait dévoilé. Le jour se leva, projetant une lumière froide à travers la petite fenêtre, une lumière qui annonçait une nouvelle ère, pour eux, pour leur mère, pour la justice. Le matin était froid et clair lorsque le commissaire Leroux entra dans la pièce où Anaïs et Olivier avaient y passé la nuit. Le sommeil avait été léger,
Agitée par des cauchemars et des souvenirs douloureux, Anaïs se redressa immédiatement en voyant le commissaire. Olivier, encore fatigué, passa une main sur son visage avant de se lever à son tour. « Nous avons avancé dans l'enquête », annonça Leroux d'une voix grave. « Ce que vous avez découvert est accablant, mais il nous faut encore une confirmation finale. Nous allons interpeller plusieurs personnes liées à votre famille aujourd'hui. » Anaïs sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « Qu'est-ce que nous devons faire ?» demanda-t-elle. « Vous devez nous accompagner », répondit le commissaire. « Votre témoignage sera crucial. » Olivier hocha la tête, le regard résolu. « Nous sommes prêts. » Ils quittèrent le commissariat sous escorte policière. Le bruit des sirènes résonnant dans les rues du village encore endormi, le manoir Montreuil se profilait à l'horizon, aussi imposant et intimidant que dans leurs souvenirs. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Le silence oppressant qui entourait le domaine semblait sur le point de se briser. En arrivant devant la grande grille en fer forgé, Anaïs sentit une boule se former dans sa gorge. Elle échangea un regard avec Olivier. Ils étaient venus jusqu'ici ensemble, et ils iraient jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, les policiers s'engouffrèrent dans le domaine, armes à la main, leur démarche assurée. La tension était palpable. Chaque pas résonnait sur le gravier, comme une marche funèbre pour les mensonges qui allaient tomber. Madame Lecoeur, l'intendante du manoir, apparut à la porte principale, son visage pâle et inquiet. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Police, nous avons un mandat d'arrêt » déclara le commissaire Leroux. « Où est le reste de la famille Montreuil ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix forte et autoritaire retentit derrière elle. « Qu'est-ce que cela signifie ? Que faites-vous ici ?» Un homme âgé aux cheveux blancs apparut dans l'encadrement de la porte. Ses yeux froids et perçants trahissaient une autorité naturelle. C'était Henri Montreuil, le frère du patriarche décédé, un des derniers garants de l'honneur de la famille. « Nous sommes ici pour rendre justice à Pascal Montreuil », déclara Olivier d'une voix forte. « La vérité sur sa disparition va enfin éclater. » Henri Montreuil pâlit légèrement, mais il conserva son masque de dignité. « Des sottises », gronda-t-il. « Tout cela n'est que mensonge et calomnie. »« Non », répondit Anaïs en s'avançant, le regard brûlant de détermination. « Nous avons des preuves, des lettres, des documents qui montrent que le patriarche a menacé notre mère et orchestré sa disparition. » Le commissaire sortit les lettres de son sac et les brandit devant Henri. Les mains de l'homme se crispèrent sur le rebord de la porte, ses articulations blanchissant sous la pression. « Cela suffit, Henri », intervint une voix douce mais ferme. Tous se tournèrent vers l'entrée du manoir. Margot, la vieille cuisinière, se tenait là, les yeux pleins de larmes. Elle avança lentement, ses épaules affaissées sous le poids des années de silence. « J'ai gardé ce secret trop longtemps », murmura-t-elle. Pascal ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Elle voulait seulement vivre libre, aimer qui elle voulait, mais la famille Montreuil ne lui a jamais pardonné. Henri serra les dents, son regard lançant des éclairs. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Margot. »« Oh si, je sais », répliqua-t-elle avec force. « J'ai tout vu. Je vous ai vu la menacer, la tourmenter jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Vous avez détruit sa vie et celle de ses enfants. » Le silence retomba lourdement. Les policiers se rapprochèrent d'Henri Montreuil. Leurs mains prêtes à intervenir, Olivier s'avança, le visage dur. « Vous avez fait du mal à notre mère, à votre propre famille. La justice va enfin faire son œuvre. » Henri éclata d'un rire amer. « La justice, vous croyez vraiment que cela changera quelque chose ? La vérité ne ramènera pas Pascal. »« Non, » répondit Anaïs calmement. « Mais elle nous libérera du poids de vos mensonges. » Henri sembla rétrécir sous le poids de ses propres actions. Les policiers lui passèrent les menottes autour des poignets. Il ne se débattit pas, son regard vide, comme si le monde venait de s'effondrer autour de lui. « Emmenez-le », ordonna le commissaire Leroux, alors qu'il le conduisait vers la voiture de police. Anaïs sentit un poids immense se dissiper de ses épaules. Elle tourna son regard vers Olivier, qui lui adressa un sourire fatigué mais sincère. « C'est fini » murmura-t-il. « Nous l'avons fait ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Pour maman, le vent soufflait doucement à travers les arbres, emportant avec lui les dernières traces du passé. La maison Montreuil, autrefois symbole de secret et de souffrance, semblait s'assombrir sous le poids des révélations. Mais pour Anaïs et Olivier, une nouvelle vie commençait. Une vie libérée des chaînes du silence,
une vie où la vérité avait triomphé, ils se prirent la main et quittèrent le domaine, le cœur léger, prêts à affronter l'avenir ensemble.